Démarrer. Donc, merci à vous d'être présents. Donc, pour certains et certaines, vous avez assisté l'année dernière à une journée drone organisée par le département. Donc, vous avez dû assister soit en présentiel ou soit en distanciel. Donc, beaucoup d'entre vous avaient fait un retour d'un besoin de continuité sur cette veille drone. Donc, la société Abbott nous a gentiment dit oui pour continuer cette aventure. Donc, Madame Gueville et Monsieur Collet vont nous faire un petit retour sur ces veilles actuellement, parce que ça bouge beaucoup en termes de réglementation. Donc, je vais leur céder la parole et puis c'est parti. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, est-ce que je peux demander aux participants de couper leur micro, s'il vous plaît, afin que l'enregistrement reste bien clair? Je vous remercie. Donc Julie Guéville, directrice de la société donc Abbott. Abbott, on va lancer la présentation, Hervé. Hem, donc Hervé Collet est notre formateur, référent responsable réglementaire. Donc on va essayer de vous éclairer, sur toute cette, partie un peu complexe. Donc voilà, pour faire suite effectivement, comme le disait Stéphane, à la journée, on avait fait en novembre, donc en Conseil Atlantique, l'année dernière. On va essayer de vous éclairer sur, l'état actuel un petit peu de la réglementation et puis surtout les changements et les perspectives, voilà, pour l'évolution, dans le domaine des drones. Donc vas-y Hervé. Heu, on s'est présenté déjà. Donc pour revenir un petit peu plus, sur Abbott. Donc Abbott est on est le premier revendeur, français de drones, alors pour le loisir avec notre marque Studio Sport, que vous connaissez peut-être, mais aussi donc, avec Abbott pour, les professionnels. Donc on est, uniquement dédié aux applications industrielles et professionnelles. Hem, donc on est le premier revendeur, du leader mondial, DJI, que vous connaissez, que vous devez connaître, mais on a aussi, la possibilité de proposer des produits Parrot, Autel et cetera. Bonjour monsieur Galtier, pouvez-vous couper votre micro s'il vous plaît? Merci. Donc nous voilà, et donc au-delà effectivement, de fournir du matériel, approprié, pour, toutes les applications, professionnelles, on propose aussi des services. Donc on est également centre de formation, donc on a Hervé qui est présent ici, donc qui est notre formateur. On propose aussi de la location et puis du conseil et de l'expertise, parce qu'on a aussi un petit bureau d'études qui nous permet de pouvoir adapter aussi, sur des marchés de niche. Donc par exemple contre la lutte du frelon asiatique ou aussi de la pulvérisation. Donc voilà, et donc on a aussi enfin quelque part un peu le devoir, de pouvoir un peu traduire et aider à la compréhension, du cadre réglementaire, et législatif en matière de drones, donc pour les professionnels, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, il faut bien, comprendre, toute l'importance, du cadre, réglementaire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment régi par la DGAC, Direction générale de l'aviation civile, donc ça dépend du ministère, de la transition écologique, et donc qui régit toute la sécurité aérienne. Donc il faut comprendre qu'en fait, toute cette réglementation, elle est assez nouvelle, puisque le drone, c'est assez nouveau. Auparavant, les 1res, traces étaient plutôt sur l'ULM, le modélisme et cetera. Donc petit à petit, on avance vers une réglementation, complètement, dédiée drone. Alors on n'est pas encore sur les standards non plus de l'aéronautique, mais on avance sur des choses, de plus en plus avancées, parce qu'il faut bien comprendre que, c'est des centaines de milliers d'engins supplémentaires, dans le ciel. Donc il faut que tout le monde cohabite ensemble, sans pour autant, descendre la sécurité, de l'aviation.
Donc voilà, il y a différents changements et différents organes, que ce soit au niveau national ou européen, qui travaillent à développer, toute la réglementation et de la construire parce qu'on part un peu de 0 pour un maximum de sécurité. Ça reste comme ça le but, pour que tout le monde puisse, voler ensemble, de manière la plus, voilà, je me répète, mais la plus sécuritaire possible. C'est vraiment l'enjeu principal. Donc je vais laisser la parole à Hervé qui, va vous détailler un peu plus, tout cet aspect réglementaire et les concepts, voilà, à connaître, pour pouvoir voler en toute sécurité. Je vous remercie. Ça descend pas. Tchoc, ça veut pas. Tchoc, c'est bon. Bonjour à tous, donc comme vous le disiez, Julie, on va d'abord, faire un petit état des lieux. Donc je suppose que, toutes les personnes sont déjà, vous êtes toutes, déjà, très, au fait, des vols, en drone et que vous avez tous déjà un peu pratiqué, ou pas, je ne sais pas. Sinon, quelques les prérogatives actuelles, hein, pour voler dans les scénarios, ce qu'on appelle scénarios nationaux, entre guillemets, en opposition aux scénarios, que l'on va développer, dans le futur, pour l'Europe. Je dis bien dans le futur parce que même s'il y a des scénarios qui sont déjà, établis, ne sont absolument pas applicables dans ce cadre pour le moment. On aura l'occasion, d'en parler plus tard. Donc très, très vite fait, hein, pour l'instant, on a 3 scénarios, hein, actifs, hein, c'est-à-dire S1, S2, S3. La particularité du S3, c'est celui où on peut voler en agglomération. Évidemment, on ne peut pas survoler les gens. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque scénario, hein. Le S1, c'est ce qui correspond à un scénario en zone non peuplé, qui est plutôt rattaché maintenant à la catégorie ouverte, c'est-à-dire la catégorie loisirs, puisque, on peut voler avec, un peu plus de sécurité à partir du moment où on assure la sécurité sol, dans des zones bien sûr moins peuplées. Le S2, c'est un scénario tout à fait spécifique, hein, puisque c'est le seul qui est, scénario, hors vue. J'ai oublié de vous dire, mais c'est spécifié dans le tableau que le S1 et le S3 sont évidemment des scénarios en vue. On doit absolument avoir le drone, c'est ce qu'on a en vue en permanence, c'est ce qu'on appelle, le vol en VFR, hein. Donc le S2, on peut aller voler jusqu'à 1000 mètres, et ça sera certainement 2000, dans le futur, mais sous certaines, conditions. En ce qui concerne le S4, il a complètement, disparu des tablettes. C'était des scénarios, très, très spécifiques, sur des très longues distances avec des engins tout à fait particuliers. Donc c'est des choses qui ont changé, hein, qui vont changer dans le futur. Je pense que, le S4 se retrouvera dans la catégorie certifiée, par exemple, voilà. Donc maintenant, obligation dans un premier temps de travailler sous autorisation d'exploitation, puis opération à réaliser en catégorie certifiée comme il est spécifié. Autorisation d'exploitation, j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus loin. Donc voilà, déjà, comme le disait également Julie, on est beaucoup, à rentrer dans l'espace aérien, hein. C'est-à-dire qu'à partir de 2012, et la DGAC et l'Europe s'est posé la question: «Comment nous intégrer dans l'espace aérien au milieu des aéronefs habités?» Donc il a fallu qu'on se rapproche de plus en plus et qu'on se forme de plus en plus, vers le domaine aéronautique, hein. Pour ça, il faut aller chercher avant tout l'information. Je vais, et il y a la base, hein, de tout ça qui est le SIA, hein, c'est le service d'information, aéronautique, hein. Donc ça ressemble à ça, mais évidemment, on va pas aller le détailler ensemble. Je suppose que vous allez avoir le lien. Il ne fonctionne pas. On redonnera les liens de toute façon. Bizarre, j'ai testé, il fonctionnait. Bon bref. Il y a les cartes, VAC, donc je vous avais, c'est dommage parce que je vous avais préparé la carte VAC. Vous voyez? Vous avez le tu as ou pas? OK. Non, non, moi rien. Donc bon, vous avez pas, OK, pas de problème, je vais revenir dessus plus tard.
Il y a évidemment les cartes IP drone, mais là je vous ai fait un screenshot un peu plus loin. Non, ça passe pas, les liens passent pas. C'est pas grave, on les transmettra. Donc, merci. OK. Il y a Géoportail pour ceux qui veulent, déjà, un peu en drone, donc Géoportail est principalement dédié, hein, au vol, de loisirs. Comme je le dis toujours, hein, c'est où vous êtes, formé avec un CATT, et puis une formation pratique, où vous ne pouvez voler que dans les zones blanches de Géoportail. Si vous avez déjà été voir ce site, vous verrez qu'entre les zones qui sont complètement rouges, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de voler, les zones qui sont dans différentes couleurs, donc avec des limitations 30 mètres et 50 mètres, bon, plus toute la réglementation, aérienne, des espaces aériens, du coup, vous pouvez voler que dans très, très, très peu de zones, hein. Voilà. Il y a aussi également, ce fameux QFE Free, le dernier lien là, qui permet, d'aller voir toutes les restrictions spécifiques, à certains aérodromes. J'avais donc, le lien, pour l'aéroport de Nantes, par exemple, ici, qui était en lien. C'est une carte VAC avec, toutes les spécifications, liées à cet aéroport. Les cartes VAC, c'est, Visual, Approach Charts, et toutes les terminologies, comme ça, enfin tous les acronymes sont en général, des résumés, anglais, hein. VFR c'est pareil, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Visual Fly Rules, c'est-à-dire qu'on doit voler avec les règles de vol à vue, hein. C'est pour ça que je vous ai parlé du scénario S1 et du scénario S3 qui était donc impératif, hein, d'avoir le drone à vue. Voilà. Par exemple, je vous montre, ce qu'il en est en concernant, les restrictions par rapport à l'axe des pistes, par exemple. Donc il y a des zones, dans lesquelles donc qui entourent la piste, où vous ne pouvez absolument pas voler, hein, et au fur et à mesure que vous écartez de cette piste, vous allez pouvoir voler à certaines hauteurs. Donc évidemment, il existe ça pour les aéroports, pour les aérodromes et ainsi les hélistations. Les hélistations sont représentées, par, des pistes circulaires. Voilà. Il y a d'autres espaces aériens particuliers auxquels il faut faire particulièrement attention. Il y a les zones Voltac, les zones, donc dangereuses pour D, R pour réglementer et P pour prohibé. Tout ça est normalement en anglais, mais à part prohibé, mais ça se dit aussi en français. C'est donc les zones interdites. Les zones, RTBA, donc les zones Voltac, hein, c'est dédié à l'entraînement des hélicoptères principalement. Et les zones RTBA, c'est aussi, des entraînements militaires. Ça c'est réseau très basse altitude défense. Ils n'ont pas mis le D, mais dans toutes ces zones, hein, on peut donc rencontrer, que ce soit les zones Voltac ou les zones RTBA, on peut rencontrer, des hélicoptères et des avions qui volent à très basse altitude, c'est-à-dire en dessous de 150 pieds, surface, et voler, en ce qui concerne au moins les avions à des vitesses, frôlant les 900 km/h. Donc pas besoin de vous dire qu'on n'a pas du tout la priorité. D'ailleurs, c'est le cas dans dans la plupart des espaces aériens, mais on n'a pas du tout la priorité et c'est très, très réglementé. Dans ces zones-là, pour le coup, les RTBA, sont activées. Donc quand elles sont activées, on ne peut absolument pas voler dedans. Elles sont délimitées, hein, sur la carte que vous voyez, et au-delà de certains horaires, vous ne pouvez pas voler dedans. Le reste du temps, c'est donc possible de voler sans aucune restriction. Je vois monsieur Hervé, Delafaye, vous ouais. levez la main si ça vous ennuie pas, à moins qu'il y ait un souci, sonore, mais on fera les questions-réponses à la fin. Bah, je ça tombait très bien parce que c'était juste sur cette partie-là que je voulais intervenir. Bah, En allez-y, fait posez votre question. en fait, je me suis aperçu que sur les zones comme ça, quand on est pro et qu'on fait une demande, au niveau des militaires, la zone militaire, c'est quasi impossible de les joindre. C'est-à-dire que j'avais, le guide militaire qui avait tous les numéros de téléphone. Moi, j'opère quasiment en Eure-et-Loir, donc je suis en plein dans la zone GIH de la zone de Villacoublay.
Vous appelez Villa Coublet. Villa Coublet vous dit que le numéro n'est pas en relation forcément avec le GIH, donc il faut appeler, alors que j'appelle l'opérateur de la tour de contrôle. Hein. Il n'est pas en relation avec ces gens-là. Il m'a donné 5 numéros, j'ai du mal à les joindre, on ne peut pas les joindre, ça tombe sur des répondeurs où personne ne répond. J'envoie des mails, plus personne ne répond. Ça devient très compliqué de pouvoir voler en sécurité totale. Il a fallu que j'appelle le gars, il finisse par me dire, bon, bah écoutez, pour moi, il n'y a rien dans cette zone-là, donc vous pouvez y aller. Mais je veux dire, c'est complètement insécurisant. Et on ne peut plus les joindre, c'est plus possible, les numéros de téléphone tombent nulle part. Le guide, il n'est pas approprié pour ce genre de problématique. J'ai appelé la DGAC, je suis tombé sur des contrôleurs qui m'ont dit que voilà, s'il y avait un souci, il fallait que je les rappelle. Mais ils m'ont dit carrément là-bas, quand j'appelle au GIH, qu'en fin de compte, les gens s'en foutent, les militaires s'en foutent et qu'ils ne répondent pas. Et donc, je ne trouve pas ça sécurisant de voler dans une zone où en fait, ils peuvent venir à 50 mètres, alors que moi, je suis à 100 mètres ou même évoluer dans la même zone. Quoi. Donc, je suis Mais obligé. monsieur, excusez-moi de vous couper, mais comme il est spécifié sur la DIA, il y a sur le site du SIA les NOTAM et on sait au travers des NOTAM si ces zones sont activées ou pas. Donc déjà, si ces zones sont activées, vous n'avez même pas besoin de vous poser la question, vous n'allez pas voler dessus. Premièrement. Deuxièmement, si vous faites une déclaration, vous passez par Alpha Tango. Si vous passez par Alpha Tango, vous allez automatiquement déclarer dans la petite case que vous allez voler avec un drone de plus de 900 grammes dans une zone militaire. Et à partir de ce moment-là, vous faites la déclaration sur Alpha Tango. Vous me parlez de Villa Coublé, je l'ai fait récemment sur 7 sites autour de cette zone-là, il n'y a pas tellement longtemps. J'ai fait 7 déclarations, aucun problème. Ça veut dire qu'une fois qu'on l'a déclaré sur Alpha Tango, ils sont au courant? Ah Parce que ben bien sûr. moi, ils m'ont dit que non. Et Ah donc, ben, je sais pas. j'envoyais par mail toutes mes demandes que j'avais récépissées pour leur Ouais. dire que Mais voilà, j'allais voler dans cette zone-là de de temps de temps à temps de très bien, temps. mais vous comprenez bien, monsieur, que dans ce genre de réunion, on va pas pouvoir faire du cas par cas. Je dis la même chose aussi dans mes formations, c'est-à-dire que chacun a sa problématique en fonction de sa zone, en fonction des services qui sont à sa disposition. Et là, on pourrait éventuellement en discuter, je veux dire, de vive voix ensemble, hein, avec plaisir, et regarder si je peux vous aider dans cette démarche. Mais là, on ne peut pas faire du cas par cas. Moi, je vous dis, vous me parlez de Villa Coublé, je l'ai fait, allez, juin. Fin juin, on a volé sur 7 sites et on n'a pas eu du tout de problème. J'ai fait donc une déclaration, hein, dans Alpha Tango. N'ai pas eu de retour particulier, mais ça, c'est la particularité, on va dire, des militaires. Si, on dit rien, tout va bien. Voilà. C'est un peu ça qui se passe aussi, dans les S3. Bon, la préfecture nous renvoie quand même un petit mail en disant: «J'ai bien pris en compte», C'est mais ça. en gros, s'ils vous répondent pas, c'est que tout va bien. Mais Et alors, les militaires sont plutôt là-dedans. Voilà. parce que la DSAC m'a même dit qu'ils trouvaient ça un peu léger. Donc, j'ai dit, bah, j'ai pas de retour de leur part. Avant, j'avais un retour, j'avais un mail qui me disait, monsieur, il n'y a pas de problème, vous pouvez Mmh. évoluer dans notre zone de telle date à telle date. Là, maintenant, je n'ai plus aucun retour malgré tous les mails. Ouais. J'envoie à 2, 3 adresses mail différentes et je n'ai plus aucun retour de leur part. Je comprends et alors, ça m'intéresse, hein, parce qu'effectivement, ça pourrait nous arriver et puis, si c'est un cas qui pouvait se développer, je pourrais, voir ça avec eux. Mais, voilà, on va s'arrêter là sur la chose spécifique, hein, parce que Merci. sinon on va faire zone par zone et problématique de chacun et ça va être un peu compliqué. Voici, juste pour, je vous parlais de ces 2 zones-là, hein, les zones militaires, mais il existe évidemment d'autres zones, hein, qui sont les zones dangereuses, réglementées, épées pour prohibées. Elles sont parfaitement identifiées, hein, sur les cartes, VFR, vous pouvez trouver, sur, tous les sites aéronautiques, entre autres le SIA. Donc elles sont, délimitées, comme c'est marqué et évidemment, il y a des niveaux de vol à respecter, hein, dans ces zones-là. Par exemple, 2700 SFC, ça veut dire 2700 pieds surface. Voilà. Je passe.
Quelque chose, qui est, très, très important également, dans la réglementation et d'ailleurs, qui est un gros chapitre à traiter, dans le MANEX, hein, le manuel d'exploitation dont je vous parlerai un peu plus tard. C'est toutes les situations normales et d'urgence, anormales et d'urgence. Évidemment, il faut pouvoir, prévoir, il faut pouvoir anticiper et surtout réagir rapidement à toute situation, qui, pourrait mettre en danger, la sécurité aérienne et aussi évidemment la sécurité sol pour les tiers. Donc il y a voilà, je vous ai mis, 4 exemples, hein. Je vous parle avant tout de la dégradation et de la perte du signal vidéo, ce qui est pas dramatique sur le fond, à part si vous êtes en scénario S2 et que vous êtes hors vue. Donc ça veut dire que vous êtes en immersion, c'est-à-dire que la seule façon de voir où est votre drone, c'est votre retour vidéo. Donc un vrai problème, hein, quand vous êtes à 800 ou 1000 mètres, hein, puisque là, pour le coup, vous êtes complètement hors vue, hein. Donc vous ne pourrez pas ramener le drone, de façon visuelle, hein, même s'il y a des techniques, particulières, pour le faire, ça sera un petit peu compliqué à 800 mètres, hein, mes élèves commencent à avoir du mal à partir de 150 mètres, 180 mètres. Donc vous voyez les 800 mètres, c'est, très compliqué. Donc réponse, commande aléatoire, puis absence, de réponse, hein. Ça, c'est vraiment, la communication, ce qu'on appelle le lien C2 avec le drone. Donc là, ça veut dire que le drone ne pourrait plus répondre. Donc là, il faut s'éloigner de alors il y a plusieurs solutions. Ça peut être une zone perturbée par des ondes électromagnétiques, hein, c'est un vrai problème en ce qui nous concerne, hein. Et évidemment, la solution, c'est le RTH. Le RTH, Return to home ou au retour à la maison en français, hein. C'est un système, qui, permet au drone de revenir tout seul, sur son point d'atterrissage. J'aurai l'occasion de développer ça si certains, sont intéressés. J'insiste bien sur le fait que c'est pas un mode de pilotage, hein. On ne dit pas: «Tiens, bon, ça y est, j'ai fini ma mission, j'appuie sur le bouton et il rentre tout seul». Pas du tout. C'est vraiment un système de sécurité d'ailleurs qui est paramétré, dans les différents, firmware des drones, de façon, particulière. Intrusion, d'un aéronef imité dans le volume de vol, ouais, là, c'est déjà parce que, au niveau de la préparation, du vol, vous avez dû rater quelque chose, hein, parce que c'est pas normal qu'on se retrouve, dans le même espace. Mais si vous devez voler dans une CTR ou dans d'un espace aérien contrôlé, effectivement, hein, c'est une probabilité, mais en général, il y a tous ces protocoles sont déjà verrouillés, hein. Et les réactions, donc comme vous voyez, effectuer une descente rapide en dessous de 30 mètres ou se poser à la verticale si la situation se dégrade. Chose la plus importante, hein, enfin pas la plus importante, mais c'est des choses que vous rencontrerez quand vous serez, donc au sol, parce que vous êtes au sol avec les différentes personnes qui vous entoureront. Alors il y a des collaborateurs, hein, qui eux peuvent se rapprocher relativement près, de la zone de vol. Il y a aussi, des clients, hein, qui peuvent rentrer. On considère que ce ne sont pas des tiers, hein, puisqu'ils sont partie intégrante de la mission. Par contre, en ce qui concerne des vrais tiers, hein, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout informés de la mission et que vous n'avez pas ni informé ni prévenu avant. Donc là, pour le coup, faut mettre des systèmes en place de balisage de la zone, les avertir s'ils rentrent dans la zone, et cetera. Voilà. Je parlais, des gens qui vous entourent, mais je parle aussi des gens qui éventuellement vous pouvez voir au travers votre caméra. Alors ça, c'est une réglementation qui est très, très stricte, hein, puisque, c'est le droit à l'image, hein, ils ont commencé, l'aviation civile, hein, dès juillet, 2005 a commencé à mettre, des restrictions, liées, à l'emport de caméras, aériennes, hein. Donc voilà, c'est l'article 133-10, hein. Depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions, dans ce domaine. D'ailleurs, on parle aussi, des lois liées à la CNIL, hein, c'est-à-dire de l'information, des lois informatiques, et libertés, hein, parce qu'on peut aussi capter des données, hein, et les utiliser. Heu,
depuis 2020, il y a eu des zones qui ont été mises en évidence, hein, qu'ils ne voulaient pas du tout survoler et encore moins avec une caméra. Il y a donc un arrêté le 10 juin 2021 qui fixe les zones interdites à la photographie, captation, détection, etc. Donc il y a une liste, hein, de tous ces sites. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas fait des choses très exceptionnelles. On s'arrête aux centrales nucléaires, aux prisons, aux grosses gendarmeries, etc. Évidemment les zones militaires, mais ça va, je pense, s'étendre, en détail, dans les années à venir. Je vais vous parler, quand même, des risques, que l'on peut avoir, en pilotant, mais là, pour le coup, on va plus vous parler des risques aériens réels avec, nos collègues aéronefs habités, ni la présence, de personnes au sol. On a des risques également, hein, en télépilotage, de rupture de satellites. Faut savoir que les satellites nous permettent quand même une stabilité, de pilotage et de déplacement, hein. Pour ceux qui ont déjà piloté en manuel ou ce que l'on appelle en ATTI, évidemment, il y a une grosse différence, hein, puisque du coup le drone n'est plus calé par rapport au sol et le moindre souffle, le drone s'en va et donc vous devez déjà contrôler l'aérologie avant de pouvoir contrôler votre cap, que vous souhaitez prendre. Donc c'est toujours un peu plus compliqué, donc les satellites très importants, hein, dans notre métier. Les satellites, c'est simple, hein, ça marche, en triangulation, il y a donc, 3 satellites pour pouvoir enfin 2 satellites pour pouvoir croiser les points. Pour confirmer le point, il en faut bien évidemment un troisième. Si vous voulez en plus l'altitude, il en faut au minimum un quatrième. La plupart des systèmes, de drones ne nous donnent pas la main, en GPS, en dessous de 8 à 9 satellites crochés sur notre application. À partir de là, on peut considérer, qu'on a un point, donc un point RTH enregistré au sol, notre point de décollage précis et évidemment des déplacements précis, liés, à la gestion des satellites. Problème, on peut avoir des masques. Alors les masques, ça peut être, la forêt amazonienne par exemple, mais ça peut être, ça peut être, une grande ville avec des buildings, par rapport à l'équateur, hein, puisque les satellites ont un angle précis par rapport à l'équateur et en fonction de cet angle, vous allez pouvoir, capter des satellites visibles ou pas. Les problèmes que l'on rencontre, c'est des erreurs d'horloge, hein. Faut savoir que les satellites, travaillent avec, une grosse précision du temps. C'est comme ça qu'avec les déplacements, ils arrivent à nous donner des points précis au sol, hein. Hem, donc voilà, c'est une erreur d'horloge, même si c'est des horloges atomiques, il peut y avoir, rupture de liaison ou, imprécision. Perturbation ionosphérique, hein, la couche ionosphérique, c'est une couche, qui est entre 100 et 700 kilomètres, dans l'atmosphère, donc bien au-dessus de nos têtes, mais qui néanmoins est une couche, qui est on appelle ça la couche de photoionisation, hein. C'est, les ultraviolets et les rayons X qui viennent, faire cette couche. On appelle ça la couche E qui, est aussi on s'en sert pour, transmettre, les ondes de sol. Mais pour le coup, là, nous, on transmet pas des ondes de sol, on essaye de capter des ondes des satellites. Donc du coup, le signal doit passer au travers de cette couche et d'où perturbation, hein, puisque c'est une, couche, photo-ionisée. Au-delà des satellites, évidemment, il y a la météo, hein. Je vous conseille d'ailleurs, de prendre bien connaissance, de la météo dans les préparations de vol. La météo est un paramètre essentiel, hein. On rappelle également, hein, qu'à partir du moment où on monte en altitude, on perd, 1 hectopascal, donc on perd de la pression tous les 28 pieds. Ça veut dire que plus on va monter, moins on va avoir de pression partielle d'air, hein, finalement. Donc moins de densité d'air, moins de portance. Voilà, si vous volez
en montagne, il y a 2 problèmes, hein. C'est que déjà, vous allez avoir moins de portance, liée donc à cette densité, à cette diminution de densité d'air donc, mais également vous allez perdre, en température. Donc, ça veut dire des batteries, qui vont tenir, moins longtemps et éventuellement des défaillances, du drone, hein. Je vous rappelle que, il y a dans les MU, c'est-à-dire les manuels d'utilisation et d'entretien de vos drones, il y a les caractéristiques, à ne pas dépasser, en température, maxi et mini. La plupart des assurances ont du mal à vous assurer si vous décollez en dessous de 0 degré, par exemple. Évidemment, la météorologie, c'est avant tout le vent, hein. C'est vraiment la première chose qui va nous perturber, hein, pour maintenir les caps. C'est aussi, ça qui va permettre de définir notre plan de vol puisque, en fin de mission, par exemple, avec des batteries un peu faibles, si vous rentrez contre le vent, vous verrez, les batteries, diminuent, à grand rythme et tout ça, c'est à prévoir. Les précipitations, alors là, il y en a qui ont des drones qui sont IP, hein, donc qui sont protégés, contre l'humidité et voire même les précipitations. Il y a des IP45, des IP67, hein, et qui permettent de voler dans des conditions, on va dire, humides. C'est malheureusement, des cas, très, très isolés. Enfin, il y a que quelques drones, hein, qui font ça. La plupart des drones, faut absolument pas voler sous la pluie, bien évidemment. L'obscurcissement, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est principalement, hein, des nuages, mais aussi, ça peut être du brouillard ou de la brume, hein. Donc voilà, bien reboucler, les conditions météorologiques avant de décoller. J'en profite parce que pour vous rappeler, quelques terminologies, hein, il y a UAV, hein, c'est un terme plutôt, plutôt anglais, hein, c'est Unmanned Aerial Vehicle. Ça veut donc dire que, unmanned pour, 100 personnes à bord, hein. Ça veut dire qu'on est, uniquement derrière une télécommande et que dans le véhicule aérien, il y a personne. Le terme qu'a choisi, maintenant l'Europe, c'est UAS, hein, pour Aircraft System. Donc c'était un terme qui était plutôt utilisé, par les Américains, mais aussi les Anglais, enfin les Anglo-Saxons en général et c'est donc ce qu'a retenu l'Europe, pour, nous parler de nos engins volants. On nous parlera plus évidemment de drone. Le drone, c'est tout à fait spécifique, hein, c'est franco-belge, voilà. Même si le terme est connu un peu partout dans le monde, on dit drone, ça marche. Mais au niveau technique et au niveau des dossiers, je vous conseille plus particulièrement d'utiliser US. Voilà. RPS, c'est l'OACI, hein, l'Organisation, de l'aviation civile internationale dont je reparlerai un peu plus loin, qui nous appelle donc, des télépilotes, de commandes, hein, de systèmes. Voilà. Le MANEX, c'est aussi un terme qui a changé, dans la réglementation au 1er janvier 2021. Avant ça s'appelait un MAP, manuel, d'activité particulière. C'est maintenant devenu le manuel d'exploitation. Pas grand changement, hein, dans l'affaire. Par contre, je vous reparlerai plus loin aussi, des SORA, donc Specific Operation Risk Assessment et des PDRA. Ce sont des protocoles, que l'on doit, fournir à la DGAC et à la DSAC si on veut sortir des scénarios, nationaux. Voilà. Alors justement, on parle, de la réglementation, donc je vais d'abord vous parler, donc des enregistrements d'UAS, hein. Il faut automatiquement enregistrer sur, Alpha Tango, vos US, de plus, de 800 grammes, hein, et je vous dis même que ça peut, aller jusqu'à une amende de 135 € si vous ne respectez pas ces critères. Dans le code des transports, il y a également la violation par un drone des règles de sécurité édictées par les 2 arrêtés du 3 décembre 2020. L'arrêté du 3 décembre 2020, c'est un arrêté, qui a donc abrogé, celui, du 15 décembre, du 17 décembre 2015, qui était donc, le premier arrêté, hein, qui permettait de définir à la fois notre intrusion dans l'espace aérien et la formation des télépilotes.
Bon, vous voyez, les amendes, peuvent, aller très, très loin, hein, si on ne respecte pas ces règles. Dans le code, donc des postes et dans le code pénal, hein, donc atteinte à l'intimité, d'autrui, passible d'une amende de 45 000 € et d'1 an de prison, hein. Là, on va reparler également, du droit à l'image, hein, par exemple, hein. En ce qui concerne, la mise en danger, d'autrui, donc effectivement, si c'est une maladresse ou une négligence, hein, après, en fonction de la gravité, de l'incident ou de l'accident, ça peut effectivement se retrouver devant les tribunaux, hein. Est-ce que c'est une maladresse ou une négligence ou un acte volontaire, hein? J'en profite, pour vous parler également, hein, le 27 décembre 2019, hein, ils ont défini, qu'il faudrait des signalements électroniques et lumineux sur nos aéronefs, hein. Donc l'application, s'est fait finalement, hein, au 1er janvier après avoir été repoussée 1 fois et repoussée 2 fois, a été, au 1er janvier 2021, pour, équiper nos drones de balises. Voilà, la balise, nous donne, l'identification de l'UAS, le trigramme constructeur, le modèle, le numéro de l'UAS, la position géographique, la vitesse sol et la route ou le cap. Faut donc savoir qu'au travers ça, les autorités peuvent avoir toutes ces informations. Nous, on est obligé de voler avec des UAS qui sont équipés de ça, en interne ou par des balises externes. Faut savoir qu'il y a que les grosses gendarmeries et certains sites de la police, qui sont équipés de ces récepteurs et que pour l'instant, ils ont plutôt des problèmes pour, pouvoir, se les échanger parce qu'ils en ont pas tous et donc voilà, il y a pas de grand risque à avoir. C'est pas mal parce que finalement c'est un mouchard, hein. Alors, au début ils pouvaient nous faire croire que c'était pour récupérer nos drones, mais au bout du compte, c'est vraiment un mouchard. C'est normal, hein, puisque ça permet de vérifier que tout le monde travaille, dans des conditions, de sécurité. Quand on est professionnel et que l'on fait bien son travail, normalement, on n'a pas à craindre de cette balise. Les règlements européens. Donc là, le règlement européen, ça fait bien longtemps, hein, puisque le HASA, existe, depuis, 2003, si ma mémoire est bonne. Mais, ils ont commencé vraiment à parler, des drones en 2018 et donc produit en 2019, hein, la 945 et la 947. La 945 donc dédiée, hein, vraiment, on va dire au système et aux drones, en tant que tels et la 947, bah, tout ce qui est procédure, et réglementation, hein, dont on va parler. Lazare, hein, a défini, toutes les classes et les sous-classes et les sous-catégories, d'UAS, hein. Les scénarios, les terminologies, je viens de vous en parler, par exemple le MANEX, MAP qui est passé en MANEX, drone qui est passé en US et cetera. Ainsi que la normalisation donc CE, hein. Et évidemment, la définition des protocoles SORA, PDRA et DVR. Alors DVR, je ne vous en ai pas parlé, c'est Design Verification Report. C'est ni plus ni moins, la qualification technique, de vos UAS, par, l'ESA. Ça veut dire que si vous dépassez un certain nombre de critères de risque dans votre mission, l'ESA peut vous demander, d'avoir votre drone, hein, mais physiquement, hein, pas que les protocoles, pour pouvoir, valider, votre engin dans l'espace public. Pour la petite histoire, ça coûte 250 € de l'heure. Voilà, voilà. Évidemment, je vais vous parler, de la FAA, hein, puisque, entre autres, hein, la UAS, on l'a utilisé, comme eux, mais aussi, je vous rappelle que l'on pouvait voler jusqu'à 150 mètres en France dans nos scénarios, en 2020 et que le fait que la hauteur de vol ait été rabaissée à 120 mètres, là aussi, on y reviendra un peu plus loin, c'est lié aux définitions, de départ, du FAA, qui étaient donc de 400 pieds. Donc 400 pieds, 120 mètres.
Voilà, donc finalement, on s'est calqué sur la réglementation, américaine, pour pouvoir, évoluer dans cette direction. Je vous ai déjà un peu parlé de l'OACI, tout à l'heure. Oui, c'est l'Organisation de l'aviation civile internationale, hein. C'est une organisation de l'ONU et là, c'est elle qui gère absolument, tous les paramètres de sécurité, de circulation, de codification, les fréquences radio, les brevets du personnel, voilà, et cetera. C'est vraiment l'organisation mondiale, hein. Voilà. Je vous parlais du MANEX. Donc le MANEX, je ne vais pas rentrer, en détail, hein, puisque de toute façon, il existe également un canevas produit, par la DGAC, qui est très, très clair. Alors le canevas, il est très clair, sauf que, c'est quand même à vous de le remplir, heu et il y a un certain nombre de critères à ne pas rater, hein. Je vous dis, hein, le nom de l'exploitant, les compétences, hein, des télépilotes, la formation, la responsabilité d'exploitation, ainsi que des collaborateurs. On vous demande évidemment, hein, quand je dis le nom de l'exploitant, on vous demande carrément un organigramme, hein. Je vous ai mis, assistant, responsable maintenance ou sécurité. Il faut vraiment produire un organigramme de votre organisation, de vos missions, hein. Je passe donc au point 3, les activités. Alors là, c'est à ce moment-là qu'il faut être, le plus précis possible, le plus large possible, mais attention, ne soyez pas trop large, non plus parce que plus vous allez, étendre votre champ d'action, plus vous allez devoir, définir, vos actions en tant que en sécurité et en préparation de vol et cetera. Vous vous retrouvez pas avec un annexe qui fait 100 pages. Préparation des activités particulières. Donc là, effectivement, hein, c'est tout ce qui est préparation, de vol, hein, avec tous les critères qui sont spécifiés ici. Plan de vol et sécurisation, effectivement, par exemple, hein, dans le cadre d'un vol S3, donc c'est-à-dire en agglomération, il faut faire une déclaration préfectorale. Il est mieux d'établir une feuille de route, définir les paramètres de sécurité, je vous parle du balisage donc pour les tiers, hein, dont on a parlé et effectivement information vers les autorités locales. N'hésitez pas à aller voir la gendarmerie locale ou la mairie si vous voulez, dans u dans la commune, prédéfinie, hein, moi sur une mission, je suis allé voir 7 communes, et avec des accords avec les 7 maires. C'était un petit peu laborieux, mais du coup, mes missions pendant, 12 mois se sont bien passés. Ça vaut le coup, voilà. Je vous parle également, du volume de la mission, hein. C'est, intégré, dans tous les systèmes, de drones, hein. C'est ce qu'on appelle le volume de vol, donc les distances horizontales et les distances verticales qui sont évidemment liées au scénario, donc à verrouiller, hein, dans votre application avant de décoller. Mais il y a aussi les no-fly zones, hein. Ça, c'est un terme, plutôt spécifique, à DJI, hein, qui a intégré dans sa cartographie de drone, des zones complètement interdites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser. Par exemple, autour de la prison de Rouen, là où je suis, aux alentours de 250 mètres autour de la prison, on ne peut pas voler, mais quand je dis on ne peut pas voler, on ne peut absolument pas franchir ce mur virtuel, hein. Il faut déverrouiller, ces zones-là pour pouvoir, voler à l'intérieur de ces volumes. Voilà. Moyens techniques, et humains, hein, l'enregistrement des drones, j'y reviens pas, les limites d'exploitation, les diplômes, les connaissances, l'expertise et la pratique des télépilotes. J'insiste aussi sur le maintien des compétences puisqu'il y a un chapitre qui est consacré à ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes, télépilote, et tout va bien. Il faut dire, comment vous faites, pour, continuer à vous améliorer et à maintenir ou au moins à maintenir votre niveau. Il y a des gens qui veulent, 2 heures, par an, il y a des gens qui veulent 200 heures par an. Donc au milieu de tout ça, il faut définir si, vous êtes toujours à même, de pouvoir, assurer, la sécurité et surtout avoir les bons réflexes. Donc c'est quelque chose qui est très important aussi, hein, à définir dans le MANEX. Les documents de référence et la veille réglementaire, ça c'est quelque chose, qui est évidemment primordial, hein, puisque vous êtes là aussi pour ça, c'est-à-dire savoir comment la réglementation, évolue, hein. Il y a plusieurs techniques, hein, plusieurs sites, qui peuvent, vous aider à ça. Donc il faut les attestations d'assurance, hein, la validité des certificats et la liste des arrêtés législatifs. Alors tout ça, les arrêtés législatifs par exemple, vous cassez pas trop la tête, c'est déjà, il y a déjà une première approche, dans le canevas du MANEX de la DGAC, hein.
Donc, vous verrez, il y a quelques textes réglementaires, il faut juste suivre cela. Moi, je vous encourage également à suivre, les guides. D'ailleurs, ça sera ma conclusion, tout à l'heure. Rapidement, je vais vous rebalayer, parce que là, je vous parlais aussi de catégories ouvertes. Alors, on sort vraiment, de la partie, professionnelle, hein, il y a un critère qui est évidemment valable pour tous, hein, c'est la hauteur de vol, hein, qui a été rabaissée, donc à 120 mètres ou 400 pieds suite à la FAA. Excusez-moi, je me répète un petit peu, mais voilà, ce coup-là, c'est écrit. L'édition des guides, alors, les guides spécifiques et les guides en catégorie, ouverte, qui, sont des supports, très, très importants. C'est très, très bien fait. Bon, il y a quand même, 104 pages sur un et 115 sur l'autre, mais néanmoins, c'est très, très clair. Tout est balayé et ils font des éditions, relativement, souvent. Ils en ont fait 5 en 1 an, donc pour vous dire que c'est quelque chose qui est très, très suivi et effectif, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre. Crésus, c'est nouveau, ça s'appelait avant le compte rendu, d'événements. Donc ni plus ni moins, c'est à chaque fois qu'il vous arrive un problème, qu'il soit technique ou, de procédure, faut que vous fassiez une déclaration au travers de ce document qui s'appelle Crésus donc, qui est sorti en février, cette année, je crois. Cette année, en 2022, hein. Donc c'est très, très récent, vous devez définir les problèmes qui vous sont arrivés afin, d'y remédier, de créer des actions correctives, voire des actions préventives et de diffuser, ce document ou à la DSAC pour la sécurité ou à la DGAC pour les procédures ou à votre constructeur de drone, puisque le constructeur de drone peut être impliqué dans cette défaillance, puisque ça peut être un problème technique, voilà, lié au drone et dans ce cas-là, ça rentre dans une procédure, d'amélioration. Le document, hein, donc est envoyé, comme je vous l'ai dit, à différents services et après, les procédures, ils les voient ensemble, hein. Même si c'est vous, qui êtes à l'origine, à partir du moment où vous avez fait votre déclaration, je veux dire, vous avez fait le boulot, vous avez dit qu'il vous arrivait un problème et que vous avez mis ça et ça en place pour y remédier. Apparition des catégories, et des sous-catégories d'OES, hein, donc on va en parler un peu plus loin, mais c'est principalement, je vous dis, en catégorie ouverte. Les balises électroniques, je vous en ai parlé, tout à l'heure, hein, essentielles, hein, pour voler maintenant, hein. Assurez-vous bien d'ailleurs, même quand les balises électroniques sont intégrées à votre drone, qu'elles sont bien actives, que lors d'une mise à jour, l'activation de la balise n'a pas sauté. On ne sait jamais, si vous tombiez sur une gendarmerie, qui a ce fameux détecteur et que vous volez à ce moment-là, on pourrait vous voir et là, c'est amende systématique. Voilà. Définition de la norme CE, là, il y aura beaucoup à dire, hein, là-dessus, puisque pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, de fait sur le sujet. Mais, donc récemment, par contre, hein, il y a donc, le Mavic 3, hein, donc de chez DJI, hein, qui a été validé, hein, sous un certificat de classe C1. La définition des classes, on les verra juste après. Le certificat, C1 exige que les utilisateurs, pardon, excusez-moi, effectuent une mise à jour, des firmware. Donc effectivement, hein, le système, c'est non seulement le drone, mais c'est aussi, les firmware, qui, permettent, de véhiculer, le drone dans l'espace aérien. Je vous passe, les catégories, open et les licences de télépilotage à 2, hein, puisque là, on parle vraiment de la catégorie open, hein, donc la catégorie ouverte. Néanmoins, je vous encourage tous à aller faire sur le site d'Alpha Tango, passer le petit certificat que l'on appelle A1, A3, hein. Il y a une petite formation en ligne, au préalable, qui permet d'avoir une preuve de compétence, si vous avez des drones, de plus de 250 grammes. Voilà, vous le passez, c'est je crois 1 heure, enfin vous avez 1 heure et 60 questions et il faut évidemment avoir, comme dans le CATT, hein, 75 de bonnes réponses, pour pouvoir l'obtenir. À partir de ce moment-là, ce certificat est donc, mis dans votre, espace, Alpha Tango et vous pouvez le produire, si on vous le demandait. Ça veut dire que voilà, vous êtes déjà intéressé et à la réglementation et à la sécurité, pour voler en drone. J'insiste bien,
Là, on parle de catégorie ouverte, hein. À partir du moment où on est en catégorie spécifique, c'est-à-dire professionnelle, vous êtes exploitant officiel, vous n'avez pas, besoin de ce genre de certificat, on va dire. Voilà. Bon, moi, je l'ai passé aussi, hein, histoire de voir ce qu'il en était, mais voilà, ça dépend, où vous vous situez et jusqu'où vous voulez, exploiter vos drones. Petit résumé, hein, donc la catégorie ouverte, donc assimilée à un scénario, numéro 1 pour l'instant, c'est ce qu'on appelle, du vol de loisir. Je vous rappelle le scénario numéro 1, vous pouvez aller à 200 m horizontalement et à 120 m comme dans tous les autres scénarios, en hauteur. Vol à faible risque, hein, j'ai toujours, je trouve ça très, très, limite comme définition. À faible risque, ça veut dire quoi vraiment? Mais c'est spécifié comme ça. Vol à vue, bien évidemment, hors agglomération, hors zone contrôlée, hors parc naturel, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire grand chose, hein. Je me répète, hein, à part voler dans les zones blanches d'Alpha Tango. Pardon, de géoportail. Catégorie spécifique, donc là, moyennement dangereux, donc on peut faire du vol hors vue, on peut voler en agglomération, proximité de sites ou de zones de restriction, demande d'autorisation de vol, autorisation, on peut déclencher des PDRA ou des SORA vous pouvez voler au-dessus d'une centrale nucléaire, au-dessus, d'une zone militaire, sans absolument aucun problème, à partir du moment où vous avez passé les bonnes informations, que vous avez utilisé les bonnes données aéronautiques et que vous avez mis en place avec vos interlocuteurs des protocoles, signés des 2 côtés. En ce qui concerne la catégorie certifiée, j'ai pas grand chose à vous dire, comme la DGAC ou comme l'ESA d'ailleurs. Ce sont des vols, à fort risque, haute qualification, réservés aux pilotes, hélicos et planeurs. Bon, voilà, je pense que, notre métier, hein, d'exploitant, en drone a aussi attiré énormément de gens qui travaillaient déjà, dans l'espace, aérien, hein, et que cette, catégorie, sera plutôt réservée à des gens qui travaillaient, donc déjà en tant que pilote avion et cetera. Les missions, il y a rien de défini là-dedans. Le but, on ne sait pas pourquoi, donc tout ça, c'est à confirmer. Il y a rien de défini, sur le sujet pour le moment. Comme je vous l'ai dit, je vous ai fait un parallèle avec le S4 tout à l'heure, qui était, plutôt des autorisations spécifiques, hein, de vol. Bon voilà, rien de particulier à vous dire là-dessus. Je vais vous parler rapidement, des 5 classes, actuelles, hein. Donc il y a 5 classes, qui sont évidemment gérées par rapport au poids, mais aussi par rapport aux paramètres de contrôle, hein, des, heu, des, heu, des firmware. En fonction des classes, en fonction du poids, plus ça va aller, plus on va vous demander, comme vous pouvez le constater, des zones d'évitement de plus en plus importantes, des vitesses de plus en plus lentes si on veut s'approcher des gens, le respect évidemment des, heu distances, par rapport aux tiers. D'ailleurs, en ce qui nous concerne, quand on se doit de calculer une portée balistique de notre drone. Il y a une formule, que vous devrez d'ailleurs intégrer, qui est vraiment une formule de portée balistique, en fonction de la vitesse, d'évolution de votre drone et de la hauteur. Elle donne pas tout de suite, mais pour ceux qui sont intéressés, on pourra en reparler. J'en finis avec les C6, hein. Les standards et les critères de ces UAS ne seront pas harmonisés avant le 31 décembre 2023. En gros, ils ont défini ces fameux scénarios STS-01 et STS-02, qui sont ni plus ni moins un copier-coller, hein. Pour le STS-02, c'est ni plus ni moins un copier-coller du S2 et le STS-01, c'est un copier-coller du S3. Donc ils ne sont pas trop cassés la tête non plus là-dessus. Heu Par contre, heu, ils avaient dit qu'avec ces scénarios, il fallait utiliser des classes C5 et des classes C6 et là, pour le coup, elles ne sont pas du tout définies. Donc autant dire que ces scénarios, qui ont été établis, ne servent à rien pour l'instant. Donc on attendra, beaucoup plus de précisions, pour pouvoir les appliquer, dès le 1er janvier 2024. J'ai même lu, hein, qu'en tant qu'exploitant, de drones depuis plusieurs années, on aurait les autorisations, nous, de rester en scénario, nationaux jusqu'au 1er janvier 2026.
Donc pour vous dire que, ça va vite, mais pas trop quand même. Justement, c'était ma conclusion. Il est urgent d'attendre. Effectivement, hein, on va attendre de voir comment, tout ça évolue, comment, il se synchronise au niveau, européen, mondial, hein, puisque, les fabricants mondiaux de drones sont évidemment impliqués dans l'évolution, comme vous avez pu comprendre, hein, de l'augmentation. Je vous conseille dans un premier temps, de prendre en référence, hein, ce guide qui est très bien fait, hein, de la DGAC. Donc vous avez un guide, spécifique et un guide en catégorie ouverte pour ceux qui veulent rester, en vol de loisirs et bah, n'hésitez pas à les consulter, vous verrez, il y a absolument tous les détails, dans ces guides. Bon, il y a un peu une bonne centaine de pages à revoir. Mais à côté de ça, c'est très, très efficace et vous apprendrez beaucoup de choses. Voilà. Merci de votre attention. Merci Hervé pour, ce détail. Donc c'est assez dense et assez, chargé, là ça a été, voilà, passé un peu rapidement, mais c'est un peu un extrait, de ce qui se passe aussi, quand on forme, les utilisateurs au, télépilotage de drones, où, il y a toujours donc une formation qui est active. Vous avez 4 jours de théorie où il y a notamment, tous ces concepts, qui sont balayés. Donc 4 jours de théorie qui sont sanctionnés par un examen DGAC en centre Océane et ensuite vous avez 4 jours de pratique pour les novices. Ça peut être amené à 2 jours pour, les personnes qui pilotent déjà, où là, vous voyez tous les éléments de la pratique et en fonction du livret de progression pratique pour ensuite avoir l'attestation qui vous est donnée par le formateur. Donc tout ça se fait en 8 jours. Donc là, on a essayé de balayer rapidement les concepts en une petite heure. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, de toute l'importance et de toute la le contenu, qui est aujourd'hui nécessaire, pour la DGAC et le ESA demain. Voilà, on va passer à la session de questions-réponses, si vous le voulez bien, que ce soit par écrit ou à l'oral, on vous écoute. Oui, Julien, allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Julien Loglicy du conseil départemental de Côte d'Or. J'avais mais merci déjà pour cette présentation. On l'a déjà bien balayé quand on a suivi une formation drone pour avoir l'examen. Ça me rappelle de mauvais souvenirs presque. J'avais quelques questions au département. Moi, je fais essentiellement de l'orthophoto. Donc, je passe dans des zones, qui sont pas en rouge sur les cartes, du géoportail. Enfin, c'est en Côte d'Or, c'est pas très dense et je passe au-dessus des routes et j'ai jamais vu nulle part des spécifications sur les routes et les voitures, en drone pour faire une orthophoto en vol automatique à vue. Enfin, je sais pas si j'ai des autorisations spéciales à avoir. Bah, déjà, vous n'avez pas le droit, de survoler, même dans la réglementation au départ, hein, c'était des êtres vivants. En gros, hein, vous avez même pas le droit de passer au-dessus d'un rat ou d'un troupeau de vaches, sur le principe, d'accord? Mmh. Donc encore moins, au-dessus d'une route et encore moins, si c'est une voie rapide, ou une autoroute, voire une voie ferrée. Vous n'avez absolument pas vous Ah bon? devez garder une zone d'évitement minimum de 30 mètres par rapport à ces axes de circulation. Si vous ne pouvez pas, pendant votre mission, il faut automatiquement, se référer, aux gestionnaires de zone. Donc les gestionnaires de zone, ça peut être tout simplement la mairie, en disant: «Voilà, moi je dois survoler, je dois passer un moment au-dessus de cette route» et puis éventuellement bloquer, la route avec la police municipale ou d'autres systèmes. Vous pouvez demander une autorisation à la préfecture pour ponctuellement, isoler une partie de la route que vous allez survoler, enfin, ouais, en l'identifiant avec, des barrières, du rubalises, et des assistants. Voilà. Nous, on fait un S3 ici, par exemple, pour la formation. On passe au-dessus de la route. Je mets en place avec, mes élèves un protocole pour, que l'on puisse passer ponctuellement au-dessus de la route pour faire la mission. Vous n'avez absolument pas le droit de survoler une route. D'accord. Bah,
30 mètres. Alors, vous pouvez passer, d'accord, mais à condition que quelqu'un vous ait dit, qu'il y a un assistant à vue, hein, ou en communication directe, qui vous ait dit: «C'est bon, il y a personne, tu peux passer». Si Oui, c'est pas le oui. cas, si c'est pas le cas, Moi, je vous vous parle n'avez de absolument pas le droit de survoler. d'accord. Mais c'est des routes départementales qui sont pas en zone interdite, donc je savais pas. J'ai pas vu d'interdiction spéciale sur des routes, en fait. Potentiellement potentiellement, s'il y a une route, il y a une circulation. Oui, oui, oui. S'il y a une circulation, c'est à vous de vous assurer qu'au moment où vous passez, il y a Après, personne en dessous. je préviens systématiquement la mairie et la gendarmerie la plus proche, parce Ouais, que sinon ils c'est seront bien, pas prévenus par Alpha Tango. c'est bien. Et j'ai jamais eu d'opposition à. Enfin, je pourrais pas. Non, C'est impossible de faire bloquer une route pour 8 minutes de vol. non. Par contre, je pense que cette route, vous l'avez à vue, monsieur? Oui, oui, c'est à vue. C'est Vous bien à l'avez à vue. vue. Donc et Oui, vous oui, pouvez mettre un assistant de l'autre côté de la rue, par exemple, qui est à vue avec vous et qui voit, à droite et à gauche les piétons éventuels d'ailleurs, hein, les piétons éventuels et les voitures. Parce que je bon, la voiture, c'est toujours embêtant, hein, quand on se retrouve avec un drone, dans son pare-brise. Enfin bon, à part si vous avez un drone qui fait, voilà, je vous parle 50 hors kilogrammes. agglomération, hein. Sinon, voilà. Mais vous êtes toujours, il y a toujours le risque que vous allez passer ou pire, hein, que votre drone va déjà, descendre et venir taper, dans une voiture qui passerait. Alors vous me direz au niveau probabilité, c'est vraiment peanuts, hein. Mais à côté de ça, vous pouvez pas justifier ce genre de choses auprès de la DGSC, hein. Si vous devez vous lancer dans des SORA, par exemple, ils vont vous demander, pourquoi, du pourquoi et du pourquoi. Et surtout pas ça et surtout pas ça. Donc au bout d'un moment, il faut assurer la sécurité, vraiment, à 100 de la zone, hein, même si vous ne faites que passer, une demi-seconde. Il y a D'accord. Donc Stéphane, Roche qui dit, idem pour, le conseil départemental de Loire-Atlantique. Nous avons établi un arrêté pour couper la circulation le temps de la mission. Donc si vraiment effectivement il y a des points où il y a énormément de circulation, ça peut être aussi une solution. d'accord. Donc je suis obligé normalement, enfin légalement, de bloquer la circulation. C'est le mieux. Alors, bloquer la circulation, si c'est une route départementale, n'allez pas jusque-là. Mais ayez au moins un assistant qui, lui, a vu les éventuels, véhicules ou pire, les piétons, qui passeraient au moment où vous survolez cette zone. Voilà. D'accord. Ou sinon, vous vous mettez vous-même en position plus plus compliqué à justifier si vous arrivez à un problème, hein. Parce que vous, normalement, vous devez, d'abord, regarder votre drone, hein. Je vous rappelle qu'on est Oui, en oui. VFR, hein, et donc évidemment vos données de vol. Donc contrôler en même temps, qu'il y a personne à droite, personne à gauche, ça commence à faire un peu beaucoup de choses. Donc vous devez justifier, que vous avez bloqué la route ou que vous avez un assistant qui vous a dit: «OK, c'est bon, tu peux passer». Ce D'accord. que Bah, nous ce que nous on fait ici, on est en ville, oui, hein. après c'est Nous du le vol nous le automatique, donc de toute façon c'est compliqué enfin c'est de l'orthophoto en RTK, Ouais, sur je des comprends. c'est pas je vais pas relever le drone, je suis à 60 mètres d'altitude. Du coup, je vais enfin, le temps de passage de traverser une route, c'est une demi-seconde, donc même si une voiture passe, je vais pas arrêter le drone, c'est pas possible. Oui et puis en plus avec la portée, balistique, non, le problème, c'est, non, je comprends très bien, hein, mais, le problème, c'est en fonction de la portée balistique de votre drone, donc ça veut dire, bah, de la hauteur à laquelle vous évoluez Ouais. et de la vitesse à laquelle vous évoluez, c'est à vous de mettre un périmètre de sécurité, que ça soit route ou pas d'ailleurs, hein, quelque part. Voilà. D'accord. Et j'ai OK. une autre Ouais. petite question, je peux ou pas? Ou quelque Allez-y, je vous en Oui. C'est prie. juste parce que je voulais pas la poser, mais vous en avez parlé justement, je je me fournis chez Abbott et j'ai un drone qui s'est C'est bien crashé, ça, un drone déjà. RTK qui s'est crashé, en retour de mission. Je n'avais plus aucune commande, il est tombé. Il était en retour c'est en RTH en fin de mission automatique. C'était son troisième vol à la même distance. Bon, il est tombé et je n'ai aucun retour. Enfin, ça a été pris en assurance, en maintenant, merde, les analyses de C'est log de parti en DJI. SAV, DGI? Voilà, les analyses de Ouais. log chez DJI ont pas dit que c'était de ma faute, enfin, mais je n'ai aucune communication, que ce soit d'Abbott ou de DJI, de ce qui s'est passé. Ils ont dit: «OK, c'est un Alors je problème».
Et du Je coup, pense c'est que pour les cas compliqué. particuliers, là, on sort un petit peu du Non, mais champ. c'est pour quand on doit expliquer ce qu'on. Non, mais je parle pas d'Abbott. Enfin, je Non, voulais non, juste c'est pas ça, retrouver. c'est que je Il vais y a... pas avoir la réponse, en fait, j'ai pas votre non, dossier sous les yeux. non, mais je parle pas de mon Mais dossier, normalement, aujourd'hui. DGI, la procédure, c'est qu'effectivement, DGI va C'est juste qu'il pouvoir, n'y a pas une en fait, obligation des fabricants de communiquer ce qui s'est passé. C'est non, ça qui est DGI n'est bizarre. pas obligé. Voilà. En fait, Donc, l'analyse de log, elle est faite que par DJI et DJI n'est pas du tout obligé de vous communiquer le détail. En bah, fait, c'est étrange, ça. les drones que vend DJI sont en garantie 24 mois et ils vont, a priori, ils prennent en garantie quasiment 99% des problèmes qui puissent se produire. Mhm. En revanche, ils n'ont pas l'obligation, effectivement, de vous transférer, D'accord. enfin, même à nous, on ne les a pas, en fait, Oui, je sais. la totalité de la formation et le pourquoi. Ils doivent juste apporter le service. Il y a aucun aucune précision juridique sur le sujet. Il n'y a pas D'accord. du tout C'était ma d'obligation. question. Ouais. Non, Et je non, il trouve y a ça dommage. pas du tout et même, ouais, non, ils sont pas du tout obligés de donner des informations. Ils sont juste obligés de donner un service de garantie sur les 24 mois, c'est tout. C'est la seule Ouais. obligation qu'ils ont. Mmh. Alors, je me Et permets même. de rajouter quelque chose parce que je suppose que vous avez rebondi, par exemple, au compte-rendu d'événements Crésus. Moi, ma question, c'est est-ce que vous avez fait un compte-rendu d'événements de l'époque ou un Crésus Je vais le vers... faire à en fait, je voulais le faire à mon retour de drone en pensant que j'aurais des informations sur ce qui s'est passé. Non. Alors, je pense OK. que si pour aller dans le bon sens, faut d'abord dire: «Voilà, il m'est arrivé ça. Moi, j'ai eu une situation anormale ou une situation dégradée qui a entraîné ça. Moi, j'ai tel et tel paramètre, donc je pense que» vous faites une première analyse. «Je pense que ça vient du drone ou du système». Donc dans ce cas-là, il faut mettre en copie, ce document Crésus, évidemment le fabricant ou votre revendeur qui le transmet et la DSAC, va donc suivre avec le constructeur les améliorations ou les détails de la défaillance, on va dire, du drone. Et je pense que à partir du moment où vous avez fait un Crésus, vous pouvez exiger entre guillemets, hein, parce qu'on n'exige rien de la DSAC, mais vous pouvez, voilà, communiquer avec eux et dire: «Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça m'intéresse. Est-ce que je peux avoir un retour?» Et mais c'est eux qui ont le dossier finalement. Parce que le constructeur, lui, évidemment, va se défendre, hein, bien évidemment. Donc si vous voulez un retour, on va dire objectif, et de savoir éventuellement de pouvoir mettre en place, un protocole, on va dire, de prévention, pour vos prochains vols, en cas de autre défaillance, voire avec la DSAC. D'accord. Mais la DSAC, vous ne pourrez pas lui dire: «Moi, j'ai eu tel problème». D'entrée, ils vont vous dire: «Mais sinon, vous avez fait un doc Crésus ou pas?» Non. Bon, bah, écoutez, non, mais voilà, on s'en occupe pas. C'est tout. OK. Il faut vraiment rentrer dans ces procédures-là pour aller au bout du bout, hein, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, monsieur, Merci. merci. Monsieur Delafaille, vous avez une question également? Alors, c'est pas une question, c'est juste pour répondre à Julien. Puisque je suis dans la même problématique, on va dire, enfin, pas dans la même problématique que lui, mais je travaille dans un conseil départemental en tant que télépilote drone. Et en fait, pour répondre à sa question un petit peu, même en tant que pro, c'est-à-dire que quand j'avais fait ma demande, moi, pour survoler une route ou au moins la prendre par un vol automatique comme on faisait, puisqu'on faisait aussi des orthophotos par rapport aux différents endroits qu'on peut avoir du département. En fait, la préfecture, moi, m'a notifié comme quoi, à mon retour, comme quoi je n'avais le droit que de couper la route partiellement au lieu d'être dans la longueur. Donc, en fait, après, quand on a cette information, il suffit de programmer son vol de façon Ah non, mais ce qu'ils nous ont dit. Et en fait, on ne coupe plus la route, on ne survole plus cette route-là, on la coupe simplement dans le sens de la largeur au lieu de la suivre dans le sens de la longueur. Moi, c'est ce qu'il m'avait mmh, demandé. Il m'avait demandé de la couper dans le sens de la largeur et de ne pas la suivre dans le sens de la longueur, puisque c'est une route qu'on ne pouvait pas couper, puisque c'était quand même un axe de grande déviation, en fait. Donc, il y avait mmh, beaucoup de voitures qui passaient. Et donc, il m'avait demandé soit de réduire de façon à éliminer la route là où elle était, ou alors de faire deux vols différents, forcément de chaque côté, pour pouvoir faire mon orthophoto sur l'endroit que je voulais faire, ou alors, dans ces cas-là, que de la couper dans le sens transversal. C'est tout.
À partir du moment où le drone l'a coupé dans le sens transversal, il suffit de mettre son vol dans l'autre sens et forcément, on a une coupe forcément qui passe que dans le sens transversal. Voilà, c'est tout. Oui, d'accord, merci. Oui, mais moi, toutes mes routes sont coupées dans le sens transversal. C'est des... Bien sûr. Je fais jamais en longueur, mais je sais pas, je pourrais pas justifier l'arrêt d'une départementale perdue en Côte d'Or pour 4 minutes. C'est vraiment rapide. Enfin, c'est vraiment puissant un drone maintenant, hein. En 7 minutes, on a une couverture du. Ouais, donc pour 7 minutes, je vois pas mes collègues bloquer la route. Alors, je sais pas. Oui, non, mais Ça après, dépend de chaque ce cas est que tu as, particulier parce aussi. que si tu as un drone comme le nôtre, avec une matrice de 110 V2 RTK, quand tu fais une orthophoto, elle est très lente, hein, du fait qu'on a une X5S, Non, forcément, mais si on ça. fait pas de décalage, elle fait Ouais. 1 mètre par seconde et elle est très lente. Donc voilà. Même si tu veux faire une grande surface, il va falloir couper plusieurs fois et elle va pas Oui, forcément. oui. Non, c'est un Phantom 4 Pro RTK, mais c'est juste que moi, c'est des toutes petites zones qu'on me demande. On va jamais me demander de faire une orthophoto d'une départementale entière. C'est des zones avant travaux, après travaux, pour faire voilà, des analyses, des évaluations de surface avant travaux. Donc Ils aussi. te font faire un 3D Ouais, et puis voilà, tu fais tes surfaces que tu dois traiter. D'accord. c'est ça. Mais bon, Très du bien, coup, bon, merci. ok, merci beaucoup. Je suis désolée, on va essayer de Pas de passer souci, à je d'autres comprends. Ouais, y sujets. a pas Je de- crois que j'ai d'autres questions, mais après, on peut en J'imagine. reparler, hein. Il y a beaucoup de cas par cas. Je sais que c'est toujours assez compliqué, il y a les règles, mais c'est vrai que dans la pratique, en fait, chacun est un peu unique. Donc, vous avez nos coordonnées, on peut reparler en one-to-one sans problème. Je vais prendre une autre question. Peut-on mettre en place un dispositif de circulation comme pour les chantiers avec 2 personnes par chaussée qui assurent l'alternance? Bien sûr, de toute façon, vous pouvez demander, il existe un CERFA, je suis désolé, je ne l'ai plus en tête, il me semble que c'est le 12 456, quelque chose comme ça. Il y a un CERFA qui existe pour informer et demander l'autorisation d'exploitation d'une zone. C'est ce que font de toute façon les gens qui font des chantiers, hein, aussi, hein, pour amener des grues, pour bloquer la route, je veux dire ponctuellement, pour amener des camions ou du matériel. Donc ça, il existe un CERFA que vous pouvez remplir, mais le mieux, hein, c'est d'être le plus, clair possible avec, les gens locales. Je veux dire par là les mairies, les services administratifs et techniques. Des fois, la mairie vous dit juste: «Bon, allez voir mon responsable de technique et mettez en place un protocole avec lui, on va vous fournir des barrières, nous on a des employés municipaux qui peuvent vous aider, et cetera». Moi, j'ai volé en plein centre-ville de Rouen, la police municipale s'est déplacée sans aucun problème pour bloquer le parc derrière, le temps que je survole la mairie, par exemple. Il suffit juste de le demander. Après, ils le font pas. Ça, c'est de entre guillemets quand même, mais quand même de leur responsabilité. À partir du moment où vous, professionnels, vous avez dit: «Voilà, il y a tel risque et je m'adresse à vous parce que c'est vous qui avez, les compétences et l'autorité, pour pouvoir bloquer, ce parc ou cette route et qui ne le font pas». Quelque part, bon, le vol reste toujours sous votre responsabilité, mais vous ne pouvez pas non plus, traîner les agents municipaux ou la police, locale, sur place. Après, c'est à vous quand même, hein, de baliser, de façon très visible, hein, avec des barrières, avec, je vous dis, du rubalise, et cetera, votre zone de vol pour au moins avertir les tiers qu'il y a un risque, quoi. Moi, je mets toujours un petit panneau, j'ai plusieurs panneaux, hein, que je colle sur le rubalise, en disant, «Zone danger, survol en drone», enfin, vous marquez ce que vous voulez, enfin, en plus pour avertir qu'il y a un drone en l'air, hein. Et vous, très important dans vos missions, hein, de vous identifier. Identifiez-vous avec un gilet jaune, s'il est marqué drone dessus, c'est encore mieux. Comme ça, on voit que vous êtes vraiment un professionnel et que vous avez mis en place des choses, pour la sécurité et que si on doit s'adresser à quelqu'un, on vient s'adresser à vous. Voilà, voilà. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je vois pas d'autres, si, monsieur Agrèche, Gilles Agrèche, je vous en prie. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Si, moi on je vous entend. tout à fait, monsieur, merci. Oui. Je dois prochainement faire un vol dans une zone D.
Donc, si je comprends bien par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, hein, il suffit de faire une déclaration Alpha Tango. Mmh. Et si on n'a pas de Ouais, retour, je connais pas votre zone D, je connais pas la particularité de la zone D, donc c'est un peu compliqué. C'est du cas particulier, mais allez-y, allez-y. ouais, c'est ça. En fait, il suffit juste de faire la déclaration Alpha Tango. On n'a pas besoin de rentrer en contact avec le ministère des Armées pour avoir des autorisations particulières. Je connais pas votre zone. Ce qui est clair, c'est que à partir du moment où vous êtes dans une zone D, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a défini, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gestionnaire de zone, qui a défini que cette zone, en survol était dangereuse. Donc il faut vous rapprocher du gestionnaire de zone et aller voir avec lui, quel type de protocole vous pouvez mettre en place. Est-ce D'accord. que c'est dangereux, mais pendant des créneaux d'activité, précis? Ou, est-ce que c'est dangereux en général? Ou c'est une zone qui est dangereuse, pour plein d'autres raisons que les risques aériens, par exemple, même si c'est une zone qui est identifiée dangereuse aérienne, hein, mais qu'il y a d'autres critères qui font que cette zone est dangereuse. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, quand on vole dans une CTR, c'est-à-dire une zone contrôlée sur un aéroport, qu'on décolle avec un drone sur un aéroport. Bon, au-delà Oui. du fait qu'il faut, virer les protocoles NFZ, et cetera, parce que sinon votre drone ne décolle pas. Oui. Il faut non seulement avoir un protocole avec le chef de l'espace aérien, c'est-à-dire le responsable de la tour en général, c'est comme ça que ça se passe, mais également avec le propriétaire du terrain. Parce que le propriétaire de l'aérodrome ou de l'aéroport, donc il y a bien une personne en face, hein. Et moi, la dernière fois que j'ai dû voler sur un aéroport, le gestionnaire de zone, c'est-à-dire le responsable, s'est déplacé dans la tour avec nous pour nous donner officiellement son autorisation verbale et en face. Et il était, bon, on lui a pas fait signer un protocole, à lui, mais moi j'avais déjà un protocole avec, la chef de l'espace aérien pour, gérer l'espace aérien durant mon vol. Donc ça, c'était normal puisqu'on était, au pied de la tour, on va dire, mais on avait tous les éléments et tous les participants pour pouvoir assurer la sécurité. Néanmoins, la zone appartenant à quelqu'un donc de physique, hein, donc au propriétaire, on a dû, ou vous faites une demande d'autorisation, écrite, hein, vers le gestionnaire de zone, ça s'appelle, ou tout simplement, bah, vous le convoquez et vous vous mettez d'accord et il vous donne son accord verbal. Voilà. D'accord. J'avais juste une deuxième question. Comment se passe la mise à jour de la carte restriction UAS? À savoir que moi, bon, je suis en Tarn-et-Garonne et j'étais plusieurs fois confronté à des zones réglementées inconnues de la préfecture. C'est-à-dire des aérodromes ULM où personne ne sait s'il y a quelqu'un qui l'utilise ou pas. Et j'ai eu un autre problème aussi. Il y a un projet d'aérodrome qui est marqué, donc, qui est zoné sur les restrictions UAS, mais qui n'existe pas. C'est-à-dire les travaux n'ont pas débuté. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur le suivi et la mise à jour de cette carte-là par la DGAC? Parce qu'il y a énormément de zones qui ne devraient pas être réglementées puisqu'il n'y a aucune activité aérienne sur ces zones-là. Monsieur, il y a des cartes, hein, qui sont publiées, on appelle ça les cartes VFR, hein, qui sont publiées, par zone. Heu, il y a donc, par exemple, vous parlez, d'aéromodélisme ou de vol ou d'entraînement militaire. Tout ça est parfaitement identifié sur les cartes. À partir du moment où c'est identifié sur les cartes, vous devez vous rapprocher du gestionnaire. Si c'est des zones qui, comme vous le dites, n'existent pas, enfin moi je c'est tellement des cas particuliers, Mm. je peux pas Oui. vous répondre à tous les cas particuliers. Mais le principe est toujours le même, hein. Vous allez, vous, vers les gens, c'est-à-dire les services, aéronautiques au travers, les informations du SIA
et les cartes aéronautiques. Et à partir de ce moment-là, vous allez donc identifier ces zones, on va dire, particulières et vous rapprocher des gestionnaires et des procédures qu'il faudra mettre en place à terme, hein, avec eux pour pouvoir voler au-dessus de ces zones. Je sinon la mise à jour des cartes, vous me parlez de quoi? De restrictions sur Géoportail? Bah, si vous me parlez de Géoportail, je vais vous dire, ouais, c'est mise à jour, je ne sais trop comment, dans le sens où, ça peut évoluer, effectivement très rapidement. Moi, j'ai eu le cas, dans une ville, il y avait une zone qui était pas en rouge. Je suis venu 15 jours après, j'ai vu qu'elle était en rouge. Bon, moi, je m'en Ouais. fiche, hein, qu'elle soit en rouge, hein, puisque j'avais fait une déclaration S3, qu'elle soit en rouge ou qu'elle soit pas en rouge, j'aurais volé quand même. Mais quelqu'un qui arriverait en catégorie ouverte, évidemment, ça lui poserait problème, je comprends, ouais. Oui, Mmh. voilà. Merci Voilà. beaucoup. Excusez-moi, voilà, je n'ai pas le protocole de mise à jour, hein, des cartes. Par contre, les cartes, de l'OACI, tout ce qui est enfin, oui, les cartes VFR plus exactement, Oui, heu, alors faut vraiment s'y rapprocher puisque tout ce qui est carte VFR d'ailleurs, il y a même les déclinaisons magnétiques, sur les cartes VFR. Enfin, il y a toutes les indications, la les pistes, l'orientation des pistes, les zones de restriction, ça, c'est des choses qui sont vraiment ancrées, dans le dur et officielles au niveau, du SIA et on ne peut pas y déroger. Alors après, s'il y a des erreurs, c'est possible, hein, ou des mises à jour qui sont pas faites, mais voilà, que ce soit par contre, si c'est des mises à jour qui sont pas faites, et que ça va dans votre sens, vous serez quand même, on va dire, moins responsable s'il arrivait quelque chose. Vous serez, oui. des voilà. Mais non, moi j'ai pas d'exemple particulier, là-dessus pour l'instant, voilà. D'accord. Merci. Pas de Merci. problème. Quelqu'un d'autre, encore une question? Monsieur Reusch, peut-être? Oui, j'ai 2 questions, enfin, j'essaie d'être le plus général. La première chose, c'est, comment dire? Les restrictions de vol par rapport aux pistes d'ULM, qui sont on a sur les cartes OACI aussi, des zones de restriction de vol, comme pour les aérodromes et les hélistations. Sauf qu'on est sur une activité quand même, bien particulière qui peut être très, enfin, faible comme activité. Et je voulais savoir si vous avez été confronté, sur des demandes d'autorisation de vol, sur les zones rouges, du coup, 0 mètres, ou dépasser, la hauteur, recommandée. Alors, les zones rouges, vous me parlez des zones rouges, de géoportail? Oui, Non, enfin sur les les cartes zones AIP? rouges, qui est liée, enfin la zone rouge, on voit bien qu'elle est la forme de la restriction le long de la piste, du LM, qui Oui, correspond aux 0 mètres, oui, à l'approche de la piste. oui. OK. Donc ça, c'est des cartes, qu'il faut aller voir dans l'AIP drone, hein, ce que je vous ai montré un petit peu Mm. dans les slides. Donc effectivement, dans l'alignement de la piste, hein, la référence, c'est effectivement l'alignement de la piste. Vous avez toute une zone, hein, dans laquelle on ne peut absolument pas décoller, donc c'est du 0 mètre et au fur et à mesure que vous allez vous éloigner, de ce centre, vous allez pouvoir voler de plus en plus haut. Alors, j'en reviens toujours à la même chose, à partir du moment où il y a une piste ULM, ça veut dire qu'il y a donc un espace aérien, qui est contrôlé autour. Donc il faut se rapprocher, du responsable de l'espace aérien, si c'est une tour, si c'est un aéroclub ou si c'est un club d'aéromodélisme, ça peut aller jusque-là. Il faut vous rapprocher du gestionnaire de zone et à partir de ce moment-là, mettre en place un protocole avec eux pour pouvoir, voler dans cette zone-là. Vous me parlez également, d'une hauteur de vol. Là, pour le coup, il existe un document, hein, et d'ailleurs, il n'y a pas la rest les dérogations sont pas limitées à la hauteur de vol et il y a d'autres protocoles en distance, hors vue et cetera. Ça s'appelle, de dérogue, R5, V3. La version 3 est sortie, je pense, début d'année là 2022. Donc vous rapprochez, de ce document, vous pouvez la trouver partout, hein. Dérogue, US, R5, V3, voilà, à peu près, dans cet ordre-là et donc vous verrez, il y a différents critères
Ça a coupé. J'entends plus. Je sais pas si je suis le seul. Non, non, Ouais, il est figé. c'est Il en est figé. arrêt. Alors Ouais, attendez, il est figé, mais ça va revenir. Juste un instant, excusez-nous. ouais. Ah, ça C'est y est, je bon? crois. Ouais, c'est Tout le bon. monde m'entend? Oui, donc en fait, comme je le disais, ce document est donc prévu, hein, dans nos procédures, de vol, hein. C'est-à-dire qu'on peut dépasser, un tout petit peu, les prérogatives, des scénarios nationaux et à partir de ce moment-là, vous envoyez ce document, alors suivant ce que vous allez demander comme dérogation. Par exemple, je sais pas, je veux voler à 150 mètres. Là, vous allez devoir envoyer ça certainement à la DSAC. Ça dépend de ce que vous faites, dans quelle zone vous êtes, je ne peux pas me permettre, c'est des cas particuliers. Mais, vous verrez, le document, là aussi, est parfaitement bien fait. Il propose, différentes dérogations, par rapport, aux scénarios nationaux et voilà, c'est à vous de bien l'exprimer, bien l'expliquer et en général, si vous êtes dans le cadre de ce document et de la dérogation, il y a absolument aucun problème, vous l'obtenez sans aucun problème. Par contre, il faut Ok, vraiment passer par ce document et l'envoyer oui. au bon service. Mais là, il y a aucun souci puisque je crois même qu'il y a une fiche de mémoire, une fiche d'accompagnement, qui permet, de, vous rappeler les documents à joindre et les services à contacter. Donc tout ça, c'est clair et en fonction des dérogations que vous demandez, effectivement, vous intéressez pas, vous pouvez ça des fois, il y a des dérogations qui peuvent monter à l'échelon central, hein, de la DGAC, hein, donc à Paris. Il y a des documents, qu'il suffit juste, d'envoyer, au gestionnaire local avec la préfecture du coin et il y en a d'autres, faut quand même demander l'autorisation à l'ADSAC, hein, qui est donc, le responsable de la sécurité, hein. Pour de l'aviation civile, voilà. Ok. Non, ouais, c'est bon. Là, pour le coup, j'ai juste pour mon cas personnel, vite fait, mais c'est que j'avais contacté effectivement le propriétaire de la piste du LM. À l'occurrence, c'était une personne privée, hein. Mmh, Même pas un club, c'était vraiment une personne privée. mmh. J'ai proposé le protocole et il a jamais voulu en entendre parler. Il a fait un peu mauvaise foi, alors que j'avais toutes les autorisations de la DGAC, tout. Et bon, ça a été un peu compliqué, mais c'était juste pour savoir si effectivement de votre côté vous avez une expérience où il y a des personnes un petit peu récalcitrantes, même si on prend toutes les précautions Je comprends. de sécurité. La Parce que, question, de l'acceptabilité n'est pas encore, complètement réglée de nos jours. Ça ouais. peut arriver. Mm, mm, Mais ça, c'est humain, monsieur, hein. Vous mm. avez affaire à des gens qui sont tout à fait ouverts et puis qui peuvent, s'intéresser à votre problématique et il y a des gens qui, de toute façon, vous arrivez avec votre problème, ils veulent pas ils veulent pas en entendre parler. Moi, pour avoir demandé des autorisations, sur plusieurs communes pour faire des vols à très haute altitude, j'ai dû aussi évidemment demander l'autorisation aux propriétaires terrien. Pourquoi propriétaire terrien? Je vous rappelle à tous que, les propriétaires terriens ne sont pas propriétaires de l'espace aérien. À aucun moment, on peut vous dire: «Ouais, vous avez survolé au-dessus de chez moi, vous n'avez pas le droit». Non, 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 non. «Ah bon? Parce que, l'espace aérien vous appartient? Ben, montrez-moi votre titre de propriété» et là, problème. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit évidemment, c'est de capter des images, hein, au-dessus de son terrain sans lui demander l'autorisation ou évidemment de les publier. Mais sinon, vous pouvez, si vous devez lui demander l'autorisation, si vous décollez de chez lui. Alors Ouais. c'est tout à fait normal, même si c'est un champ en pleine pampa au fin fond, comme le disait monsieur, tout à l'heure, voilà, de la pampa. Il faut quand même que si le terrain appartient à quelqu'un, il faut quand même lui demander l'autorisation au cas échéant, à la mairie, voilà, ou au gestionnaire de zone. Vous parliez du propriétaire du terrain du LM là, l'aérodrome, c'est un aérodrome, hein, sur lequel j'ai décollé, l'autre jour. C'est vraiment le propriétaire du terrain qui s'est déplacé. C'est lui qui est enfin qui a acheté le terrain et qui le loue, pour cet aérodrome. Mais, c'est avec lui qu'il faut voir directement.
Et pour en finir, hein, sur les 7 communes sur lesquelles j'ai volé, j'ai dû demander les autorisations à plein de propriétaires terriens. Bah, effectivement, je me suis retrouvé confronté un peu à la même chose, hein, par rapport à vous. Il a fallu, négocier et puis, persuader les personnes comme quoi, bah, c'était une mission très, très importante, hein. Je ne vous dirai pas, laquelle, mais donc du coup, bah, voilà, ils m'ont dit: «Bon allez, si vous m'envoyez un mail dans les 48 heures avant, que vous décollez chez moi, c'est bon». Voilà, et puis je leur ai bien expliqué pourquoi c'était faire. Alors après, si ça dépend de votre mission, hein. Faut que votre mission ait un intérêt particulier, ou que vous puissiez pas faire autrement que de décoller chez lui. Parce que c'est la première chose qu'il va vous dire: «Pourquoi vous décollez chez moi?» Bah, il faut lui expliquer. Faut lui expliquer les contraintes, et à partir du moment où vous lui expliquez les contraintes et que donc vous le persuadez que pour vous, c'est une mission très, très importante. Bon après, évidemment, vous pouvez toujours tomber sur le mec borné, hein, ça existe, hein, mais en général, ça passe, hein. Moi, je j'ai jamais eu de soucis de ce genre, mais je sais qu'on peut avoir ce type de problème. C'est de la négo, et quelque part, vous pouvez rien, hein. C'est Ouais. chez lui, c'est chez lui, hein. Heu, les autorisations de la DGAC, les autorisations de qui vous voulez, lui, vous décollez chez lui, si vous décollez chez lui, hein, pas si vous le survolez, hein. Si vous décollez chez lui, ah ouais, vous êtes obligé, ouais. Ouais, ouais. Je vous confirme, Ok, malheureusement. Faut faire avec. merci. J'ai une deuxième question, du coup, avant de céder la parole aux autres participants. C'est concernant le Manex. Je voulais juste savoir, concernant le détail, que ce soit de la formation ou des protocoles avant vol, pendant le vol et après vol, s'il fallait être exhaustif à 100% ou juste définir euh, la méthodologie sans rentrer dans le détail en fait. Enfin, pour la formation, est-ce qu'il faut vraiment stipuler toutes les formations une par une? Et pour la partie protocole, au niveau du protocole, est-ce qu'on dit, ben, par exemple, préparer tous les documents nécessaires pour avoir les autorisations de vol? Est-ce qu'il faut détailler chacune, toutes les démarches, ou c'est juste le principe? Euh, Alors, en fonction de votre domaine d'activité et de l'étendue, des missions, que vous allez faire, parce que vous ne pouvez pas tout faire, en drone, donc vous allez définir un certain nombre d'activités. En face, vous allez mettre les procédures qui vont vous permettre de décoller, de gérer votre système, et d'assurer la sécurité aérienne et au sol, et faut que vous décriviez, ouais, relativement, dans le détail, ouais. Relativement dans le détail, ouais. Il faut vraiment que vous persuadiez, si vous voulez. Le but, hein, de ce Manex, hein, c'est de persuader la personne qui va lire, vos opérations, que vous avez réfléchi à tout, pour assurer la sécurité du vol, et que vous avez bien toutes les compétences pour assurer le bon déroulement de ce vol. À partir du moment où, vous avez écrit tout ça, voilà, personne ne pourra vous dire, quoi que ce soit. Vous savez, le principe, c'est un peu même les manuels qualité, pour ceux qui ont travaillé dans l'industrie, où c'était, un moment vraiment la grosse référence, tous les manuels qualité, hein. C'est j'écris ce que je fais et je fais ce que j'ai écrit, quoi. Voilà, D'accord. ça reste votre responsabilité quand même, hein. Comme me disait, le directeur, des vols de la DGAC, l'autre jour, c'est du déclaratif, hein. C'est vous le professionnel, c'est vous qui dites que vous pouvez faire ça avec, vos engins et avec, dans la réglementation locale que vous avez fait le tour, et vous avez bien tout vérifié, heu, bah, OK, c'est déclaratif. Tant qu'il arrive rien, c'est bien. Sinon, vous avez déclaré ça, ça sera à vous de le justifier. Ok, moi, je cède la parole aux autres participants. Merci. Très bien, merci monsieur. Merci. Je crois que monsieur Abrecht, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Agrèche, vous avez une autre question? Oui, j'aurais trois petites questions. Pour rester sur le Manex, si j'ai bien compris, le contenu du Manex, il ne change pas beaucoup du map. Pas du tout. Il y a Donc, pas grand-chose. Il y a pas grand-chose.
Donc, on n'a pas forcément Alors, besoin de… je vais pas vous lister hein, tout ça et de Oui, oui, tête et oui. tout de suite, mais vous verrez, il y a un canevas. D'ailleurs, pour commencer, on peut, moi par exemple, qui suis exploitant depuis quand même quelques années, je peux continuer à appeler mon Manex map et je peux évidemment en ayant fait la règle, la veille réglementaire, hein, Mm. c'est-à-dire Oui, oui. qu'il a fallu que je modifie les textes liés à l'Europe, il a fallu que je modifie le fait que maintenant je volais avec une balise, etc. À partir du moment où vous avez fait les modifications liées à l'évolution de la réglementation, hein, qu'elle soit nationale ou européenne, voilà, on peut garder à peu près le même canevas. Le canevas du Manex tel qu'il est défini dans le guide spécifique de la DGAC est un peu plus pointu. On vous demande deux, trois petites choses plus précises. Je vous ai dit, j'ai insisté déjà tout à l'heure sur, par exemple, le maintien des compétences. Le maintien des compétences, parce qu'il y a beaucoup de gens qui finalement passent le diplôme ou volent en drone, mais ils volent pas en drone beaucoup, quoi. Ils volent quelques heures par an. Donc au bout du compte, on perd un petit peu au niveau réaction et pratique en général, hein. Donc du coup, ils vous demandent que vous lui expliquiez comment vous faites pour garder un certain niveau de pilotage, on va dire. Par D'accord. exemple, ça c'est un exemple, mais il y a pas grand-chose effectivement. Mais, si vous n'avez pas de vous avez un Manex monsieur pour l'instant? Un map? Vous avez un map? Moi je vous conseille, au moment où vous allez changer, par exemple, vous a dans votre map, par exemple, vous avez déjà parlé de la balise ou pas? Je crois pas, non. Bon, Je pense pas, non. théoriquement, vous avez dû faire une mise à jour au Oui, 1er janvier 2021 et au moins dans les 6 mois qui suivent, en disant que maintenant votre drone était avec une balise, que vous l'avez activée comme ça ou que vous l'activez comme ça si elle est externe, et cetera. Le fait que ça soit pas un Manex dans le sens du terme, oui et par rapport au canevas, défini par la DGAC, c'est pas très grave. Par contre, que vous ne suiviez pas la réglementation et que vous ayez pas mis à jour en fonction, des nouveaux protocoles, qui sont annoncés, ça on pourrait vous le reprocher, voilà. Mais sinon, ça va pas au-delà, d'accord. voilà. J'avais une deuxième question. Par rapport à la norme CE des drones, c'est à partir de quelle date? Ah, vous avez vu monsieur, j'étais, très, très, clair ou justement pas clair. Comme l'Europe, comme la DGAC sur le sujet. Ils ont c'est très simple, hein, ils ont balancé des critères. Les constructeurs mondiaux, parce que normalement, hein, je vous rappelle que cette histoire de CE aurait dû être appliquée au 1er juillet 2020, Oui, d'accord? d'accord. Donc ils sont venus avec leurs critères, qu'ils ont définis, chez eux là-haut à Bruxelles et puis, les fabricants de drones leur ont dit, «Bah non, bah non, 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 ça nous intéresse pas». Non, bah non, ça non, on sait pas faire. Bah ça sert à rien. Enfin, je sais pas, hein, j'y étais pas, hein, mais quelque part, ça a dû se passer comme ça. Donc au bout du compte, ils ont dit: «Bah, on va retarder». Bon, déjà rien que la balise, ils l'ont retardé 6 mois. Pourquoi? Parce il fallait les fabriquer les balises, il fallait il fallait intégrer ça, dans les nouvelles productions, de drones. Enfin, ils se rendent pas compte, que c'est, des milliers et des milliers de drones vendus, par jour certainement et avec des masses production, hein. On est dans de la masse production maintenant de drones, donc on ne peut pas changer des procédés de fabrication en 3 mois comme ça, c'est impossible. Et donc ils ont mis des critères qui sont finalement pas réalisables. Je vais juste vous redonner un autre exemple. Par exemple, dans la classe C2, ils ont dit que tous les drones devraient être équipés d'une NFZ. Moi, à ma connaissance, hein, NFZ, c'est un terme DJI. C'est-à-dire que c'est Oui, DJI qui, eux, ont décidé, justement pour pas avoir des problèmes avec, la réglementation et avec les pays, des confrontations, sur les zones sensibles. Ils ont décidé de mettre une cartographie, en demandant évidemment l'autorisation, hein. Je suppose qu'il y a des accords avec les différents pays, pour obtenir les cartes IGN, par exemple, hein et
Ils ont mis une cartographie dans leur drone qui leur permettent donc de ne pas rentrer dans ces zones ou d'avertir le télépilote comme quoi ce sont des zones particulières et qu'il faut demander des autorisations particulières. Bon, il n'y a que DJI qui fait ça, hein. Avec tous les autres drones, vous pouvez voler au-dessus des centrales nucléaires. Enfin, non, plus maintenant. Vous faites bien Oui. arrêter avant. Mais sur le principe, vous pourriez voler avec un DJI, absolument pas. À 1 kilomètre, vous êtes bloqué. Donc, ce critère de NFZ, par exemple, qui est donc dans la classe C2, CE, hein, ils vont faire comment pour mettre ça en place? Ils vont dire à tous les autres constructeurs: «Vous faites comme DJI». Je sais pas. Je sais pas. Même moi, c'est une chose qui m'a complètement, surpris, hein, que ce critère, apparaisse, de façon, générale, hein, dans cette classe 2. Voilà. Et Donc les, ils ne savent pas, Vous avez bien vu, hein, ils décalent, ils ouais. décalent, ils décalent. Ils font même des scénarios, qu'ils ont définis, ni plus ni moins qui est du copier-coller de nos scénarios. Donc pour le coup, il n'y a pas eu de choses, très, il n'y a pas eu beaucoup de matière grise de développer sur le sujet. Et en plus, ils ont défini que ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls, hein, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, c'est peut-être volontaire. Ils ont défini qu'il faudrait voler avec des classes C5 et C6. Ils ont même pas déjà qualifié leur classe jusqu'à la classe 4. Hmm. Je ne sais pas vous répondre, monsieur. Et, et- Voilà. et pour les anciens drones, type Mavic 2, est-ce qu'on sait ou pas s'il y aura des adaptations pour passer à la norme CE ou est-ce qu'il faudra changer de drone? Alors ça, c'est pareil, j'ai, interrogé, la DGAC sur tous, ces problèmes. D'ailleurs, j'avais un résumé, sur une slide là-dessus, hein. Pour l'instant, en ce qui concerne le marquage, par exemple, il n'y aura pas de rétrocession, vraisemblablement. Mais ils ne s'engagent pas, ils ne se disent pas que sur, des drones relativement récents, il n'y aura pas, besoin de faire des marquages particuliers. Ça va dépendre là aussi, hein, des productions de chacun des fabricants mondiaux, hein, et de la réactivité par rapport à leur processus de fabrication, quoi. Voilà. Il y aura des choses, de mises en place au fur et à mesure. Quand ils diront: «OK, ce critère-là, on peut le respecter», ils verront, quand, l'appliquer en fonction des drones, dans le circuit, je veux dire. Voilà. D'accord. J'ai pas la réponse, mais personne l'a. J'aurais pu vous montrer, j'aurais pu vous montrer le courrier que j'avais d'ailleurs mis, dans la slide. Il dit, «Vos questions sont tout à fait légitimes, mais malheureusement, nous ne saurons pas répondre à toutes vos interrogations». Il commence son mail comme ça, le mec. D'accord. Donc et c'est un mec de la DGAC qui est assez pointu, hein, sur le sujet et voilà. Bah, non. Parce qu'ils ne savent pas. Ils sont à la fois pris par l'Europe et puis ils n'ont pas, d'informations, à nous donner. Ils veulent surtout pas s'engager à la place de l'Europe. Voilà. Et juste une dernière petite question. Est-ce que mon certificat de télépilote, par exemple, il va être reconnu avec la législation européenne? Alors là, pour l'instant, rien, absolument rien là-dessus, hein. D'accord. Franchement, il est clair que le CATT et l'attestation pratique, que l'on doit avoir pour être exploitant au niveau, national, est donc, un permis, définitif, hein. C'est un permis définitif et pour Oui. l'instant, il n'est absolument pas remis en cause. Je vais vous dire quelque chose, je pense que nous, en France, on est plutôt, du bon côté. C'est-à-dire qu'on a tellement, verrouiller, tous, les diplômes qu'il fallait et tout ce qui était, sécurité autour des scénarios nationaux, que je ne pense pas que c'est nous qu'on viendra embêter. Par contre, quand ils vont définir, des, nouveaux, diplômes à obtenir, pour l'Europe, je pense qu'il y a certains pays, ils vont avoir du mal. Il va falloir qu'ils remontent la pente très, très rapidement, sinon aucun télépilote pourra voler chez eux. Ouais, parce que je crois que les nouveaux diplômes, en fait, ils vont être limités dans le temps, c'est ça? C'est dit aussi, mais nous, pour l'instant, il est définitif, le nôtre. Il est Oui. définitif et le fait, si vous voulez, d'avoir volé plusieurs années avec ce type, vous faites des bilans annuels d'activité, monsieur?
Oui, oui, bien sûr. Bon, vous faites des bilans annuels d'activité, donc vous avez prouvé que vous aviez tant d'heures de vol, que vous avez votre diplôme depuis tant d'années et qu'il n'y avait pas eu de soucis et que vous êtes parfaitement passé sous la norme européenne. Personne ne viendra vous embêter dans un premier temps. Vous voyez, on n'en est pas là du tout, hein. On n'en est pas là du tout. Il y a beaucoup de choses à respecter, comme vous avez pu le voir. J'ai essayé de vous en balayer quelques-unes actuellement et ça, faut vraiment s'y tenir parce que Oui. c'est vraiment la base. Après, le reste, nous verrons. Et je pense qu'on n'est pas les plus mal lotis, en Europe, pour pouvoir, répondre, aux exigences, qui vont tomber dans les années qui suivent, hein. Moi, je je pense que j'aurais pas grand-chose à faire en tant qu'exploitant, je parle, j'aurais pas beaucoup de choses à modifier, dans mes protocoles et dans mes démarches en général, avant 2026. D'accord. Je vous Merci. remercie beaucoup. Merci. On va prendre une dernière question, monsieur Delafaye. Oui, alors juste une question. J'ai investi dans le DJI Avatar et Ouais. il m'est impossible de le déclarer sur Alpha Tango. Il y a pas de quand on veut le faire, il ne l'accepte pas puisqu'il n'est pas rentré dans Alpha Tango. C'est très embêtant si on veut faire une prestation avec, on peut pas, quoi. Alors, je vais pas là aussi, c'est un cas tout à fait particulier parce que c'est un drone particulier, puisque C'est un ça cinéouf, hein, c'est voilà. oui, c'est un FPV, oui, tout à fait. Bon, je connais un petit peu, je le connais un petit peu quand même pour l'avoir vu ici. En fait, il y a des homologations, que l'on fait par, drone. En fonction des homologations, il y a des scénarios possibles, enfin réalisables, enfin possiblement réalisables avec ce Ouais, type de drone. Je me permets pas pour l'instant de vous répondre par l'affirmative, parce que je peux vérifier et je peux même vous répondre ultérieurement. Mais il d'accord. me semble, qu'effectivement, il y a un problème, d'homologation par rapport aux scénarios nationaux, hein. C'est-à-dire que vous pouvez quand même l'utiliser en catégorie ouverte, sans aucun problème. Mais par contre, par rapport aux homologations de scénarios nationaux, hein, excusez-moi, je me répète, mais c'est possible que ce soit pas encore rentré dans les listes, de la DGAC et à partir du moment où ce n'est pas un drone qui a été homologué et déclaré, Ouais, vous ne le retrouverez pas dans les listes, sur Alpha Tango, donc vous pourrez évidemment pas le déclarer. d'accord. Bon, bah, tant pis. C'était ma question parce que franchement, Mais malheureusement, il est tellement il y a pas que polyvalent le que DJ. voilà, on peut Il y a pas tellement que faire de celui-ci, choses. hein. Non, Il non, y a je pas sais que bien. celui-ci, Et il y a plein de drones qui ne rentrent pas, dans ce type de catégorie, d'aéronefs, et donc vous ne pourrez, jamais déclarer, de mission avec, ce type, d'engin en les incluant dans des protocoles, type S3 ou type pourtant, S2 et cetera. le DJI FPV est possible. Enfin, moi, j'ai pu le déclarer sans problème. Là, par contre, l'Avatar, enfin, il le trouve pas. Donc, à mon avis, il doit avoir peut-être une procédure où ça va peut-être faire l'objet d'une mise à jour, je ne sais pas. Je ne peux pas incorporer un numéro d'immatriculation dessus. Tout à fait. Alors, déjà, on va reboucler, tout ça, nous en interne et avec, DJI et puis, moi j'attire déjà votre attention sur le fait que c'est quand même un drone un peu particulier et surtout c'est un drone très récent. On est d'accord, Oui, hein? Donc, peut-être qu'il faut que ça fasse le tour. C'est pas toujours, facile. Je suppose que quand ils vont, avoir vu, l'engin, peut-être qu'ils vont déclencher des dossiers et qu'à terme, ça sera dans les listes, d'aéronefs, disponibles, hein. Mais pour l'instant, effectivement, je ne suis pas du tout étonné, hein, je suis pas du tout étonné, hein, vu la spécificité, de l'UAS et le fait qu'il soit aussi récent, je ne suis pas du tout étonné que ça ne soit pas encore dans les listes, mais on en parle avec Julie, là, on va mmh, regarder comment on peut intégrer, cet UAS, par rapport à la DGAC. d'accord, merci. Merci à vous. Merci, je vois qu'il y a pas d'autres questions. Il est presque midi, on va vous libérer. Vous pouvez vous rapprocher de Stéphane Ruch si vous voulez nos coordonnées, on peut répondre,
à vos questions et vous aider dans des démarches aussi spécifiques. On propose des services notamment SORA, etc., PDRA pour les choses les plus complexes. Voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que tout ça est assez dense. On vous remercie sincèrement pour votre participation. Je vais laisser le mot de la fin à Stéphane. Oui, merci à vous deux, hein, c'était très instructif. Je pense que je sais c'était très attendu par les participants. On m'avait relancé en direct quand est-ce qu'il aura lieu ce petit temps d'échange. Donc j'espère que tout le monde y aura trouvé son compte. Je ne sais pas si on renouvellera l'expérience l'année prochaine. Si c'est nécessaire, peut-être ça serait intéressant de le faire. On en reparlera. Mais en tout cas, merci à vous. Hervé et Julie pour votre présentation et pour les échanges. Et merci aussi aux participants, parce que c'est la richesse, hein, c'est les échanges, d'être présents. Sur ce, je vous souhaite de bons vols et puis à bientôt. Merci de votre accueil. De rien. Au revoir, merci. Au Au revoir. revoir. Merci.